Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue de Belleville, ou plutôt sur les hauteurs de Paris, car je confirme, la pente est raide et la rue vaut mieux la descendre que la monter à vélo. J'aime beaucoup ce quartier populaire, sans doute l'un des derniers de Paris, où se côtoient une centaine de communautés. Bon, je vous l'accorde, la plus visible, c'est la communauté chinoise avec ses nombreux restaurants et ses épiceries, où l'on trouve des fruits et des légumes extraordinaires. Belleville, c'est une invitation au voyage, et je vous garantis, vous allez être dépaysé. Allez, en selle pour un nouveau numéro de Paname. Salut Donatien, ça va? Et toi? Très bien. En forme? Super. Eh ben, génial. Merci. Donatien, Oui. c'est ton fief ça, le Folies. Bah oui, Les Folies. tous les matins, c'est là que j'aime boire mon café. Et c'est pas par hasard, parce que les Folies, c'est Belleville. Mais avant d'être un café, c'était un cabaret ici. Ça fait combien de temps que tu habites dans le quartier, toi? Presque 25 ans. Ah oui, donc tu le connais bien ton quartier. Est-ce qu'on connaît bien son quartier? Est-ce qu'on connaît bien son quartier? On le visite, on se balade, on fait ses courses, on vit dedans, mais il y a des choses, toujours des choses qu'on découvre. Il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas. D'abord, c'est grand, Belleville. Bah oui, c'est une grande rue. Oui. C'est difficile à appréhender Alors, comme ça. Il y a la rue de Belleville, qui ne s'appelait pas autrefois la rue de Belleville, qui s'appelait la rue de Paris. Mais Belleville, il n'y a pas un Belleville, il y a plein de Bellevilles différents. Parce qu'en fait, ici, on est dans ce qu'on appellerait le bas Belleville. Mais en fait, le vrai Belleville, il est plus haut. Il est là-haut, le village, il est là-haut. Le village est né là où il y a l'église. Tu vas nous servir de guide? Oui, on va se promener dans le quartier. Pour qu'on découvre ce quartier, cette Alors, rue? Oui. Parce que tu la connais vraiment très bien. D'ailleurs, tu es guide, toi. Alors moi, je fais des visites guidées dans le quartier, mais c'est des visites guidées sur le quartier chinois, sur la présence chinoise, que j'ai appelé Belleville la chinoise, parce que je suis amoureux de la culture chinoise, du monde chinois. Alors là, c'est communauté. Oui, on n'a pas une communauté chinoise, il y a diverses communautés. Là, par exemple, si on prend ce restaurant, il s'appelle Le Plaisir. Ici, en chinois en petit, il est écrit Wenzhou Fang Wei, c'est-à-dire la saveur, le goût de Wenzhou. En français, on dirait spécialité du sud-ouest ou, je sais pas, ou du nord de la France. Et la communauté Wenzhou, on le voit avec le restaurant d'après qui s'appelle aussi là, c'est écrit en français, Wenzhou là. Wei, c'est écrit en français et en chinois, Wenzhou Mei Shili. En fait, on explique d'où on vient. Et là, c'est la principale communauté. C'est la principale de Belleville. communauté ici à Belleville, c'est facilement 80% des Chinois. C'est une communauté qui est en France depuis très très longtemps, les Wenzhou. Les premiers venant de Xinjiang, qui est un peu plus haut dans la montagne. Ils étaient en France avant la guerre 14-18 déjà. Ça va bien? Ça va. Hakuima. Voilà, par exemple, je disais des Wenzhou. Tu viens d'où en Chine? Bonjour. Tu viens d'où? Mais de quelle région? Wenzhou. Voilà, Wenzhou. Nationaligen. Wenzhou. Wenzhou. Nationaligen. Wenzhougen. C'est que des Wenzhou. Mais Donatien, il n'y a pas que des Chinois ici, hein. 100 nationalités différentes à Belleville. 100 nationalités Sans différentes. enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit très souvent. Donc, sans nationalités différentes, il y a des gens qui viennent de partout. Il y a une communauté juive tunisienne très importante. Il y a eu des Chinois, des Juifs d'Europe de l'Est, Ashkénazes, qui sont venus autrefois, qui sont maintenant moins nombreux. On a eu un Italien très célèbre, Sereggiani, qui était de Belleville. On a eu un écrivain arménien, Clément Lépidis, qui était de Belleville. Il y a des gens du monde entier qui sont venus ici. Voilà, le monsieur, il n'est pas chinois. Hein, Je suis venu en 65. voilà, juif Bonjour tunisien. Chinois. Juif tunisien. La goulette. Bonjour Chinois. Bonjour, goulette. la goulette. On vous appelle le Chinois? Si, Oui, on il y a des t'appelle gens le qui m'appellent Chinois. le chinois ici à Belleville. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, c'est quand même encore un quartier populaire, vraiment populaire de Paris? C'est un des derniers quartiers populaires de Paris, Belleville. Il y a Belleville, il y a Barbès, la Goutte d'Or, il y a quelques quartiers comme ça. Mais ils sont encore assez rares, les quartiers populaires. Niha, Chinali, Wetia. Hein. Voilà, ils sont encore assez rares. Belleville fait partie des quartiers populaires. Mais Belleville reste un quartier populaire justement parce qu'il y a cette présence chinoise qui tient les magasins. Si les Chinois ne tenaient plus les magasins de ce quartier, si on n'avait pas des HLM, si on n'avait pas des petites résidences comme on peut en voir là, on n'aurait plus cette présence populaire. Ce qui est super dans ce quartier, c'est qu'on découvre tout un tas de fruits et de légumes qu'on ne connaît pas et qu'on trouve nulle part ailleurs.
on les trouve nulle part ailleurs parce qu'il faut qu'ils viennent des pays chinois ou qui sont vendus par des magasins chinois. C'est quoi ça par Alors exemple? ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle le liulian en chinois, durian ou durian en français. On dit souvent que c'est le fruit qui pue parce qu'ils sont très forts, très mauvais. Et plus ils sont mauvais, meilleur il est. Là, on a du taro, qui est une tubercule. On va en faire de la farine pour faire des raviolis, pour faire des boulettes de taro et ça se mange. C'est assez doux et sucré, un peu comme de la patate douce. Ça c'est beau, c'est Voilà. quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle concombre amer, kugua en chinois. On en fait des soupes. C'est très bon, ça peut se faire sauter aussi, mais c'est meilleur en soupe. Mais... 啊，我们不买菜，我们看菜。别人不进来买菜了，你对，不要吧，他们来。快的。 Ok. Elle se plaint que les clients ne peuvent plus rentrer. Ah ouais, on va y aller. On part. Super. Ah ouais, c'est bien. Bonjour. Ça va? Assieds-toi, tiens, mets-toi là, on va se mettre là. Oui, ça va être bien là. Ah. Si, si. 就菜饺子有没有？有 OK。还吃的啦？ Oui. 对。狮子头。OK。还有米饭。Ah, voilà les plats. Regarde. Alors, Qu'est-ce que c'est? alors, ça te rappelle rien? Des raviolis et ils sont aux herbes grillées. Et ça, c'est plus particulier, ça. Ça, c'est quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Ça, c'est de la méduse. C'est transparent là. Voilà, ce qui est transparent. Tu vois, ça craque sous la dent. Voilà, avec du concombre, des aubergines sautées, c'est délicieux, des raviolis aux herbes, voilà, et des têtes de lion. Les têtes de lion, ce sont des boulettes faites de viande et de tofu. D'accord. Allez, on y va. Ah, il faut du riz. Si on n'a pas de riz, on ne peut pas manger. Oui. C'est comme toi si tu n'as pas de pain. Ah d'accord. Donc, on mange à la chinoise, c'est-à-dire on va avoir du riz, voilà, le riz arrive, on a son bol de riz à la main, on pique dans les plats et on mange au-dessus du bol. D'accord. Par exemple, tu vois, tu prends, tu manges au-dessus du bol. C'est bon. Et après on prend un peu de riz. Et le riz, c'est pour accompagner. Voilà. J'adore ça. C'est bon, hein? Ah, ça c'est très bon. Le grand-père d'Alexandre, Hai Xiao, était un très grand cuisinier à Wenzhou qui a inventé des plats qui sont devenus des plats typiques de la région. Qui sont aujourd'hui des plats reconnus comme étant des plats de la région de Wenzhou. Alexandre, c'est ton grand-père qui a ouvert ici? Non, c'est mon père qui a ouvert en 92. Mes parents sont arrivés en 84 et nous, avec mon frère, on est arrivés en 87. Et pourquoi vous avez quitté la Chine alors? Plus économique parce que à l'époque, la Chine n'était pas ouverte. Donc c'est mon oncle, à l'époque, avec sa femme, est venu en 75. Et quand il rentrait en 80, dans les années 80, il montrait la réussite d'être en France. Et donc du coup, ça donne envie. Et mes parents ont demandé à mon oncle de les amener en France. Il faut dire une chose, en Chine aujourd'hui, c'est vrai qu'on fabrique beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut en profiter. Oui. Donc il y a encore des gens qui partent pour cette raison-là. Et deuxièmement, c'est vrai que l'immigration qui est arrivée il y a longtemps, par exemple, a fait miroiter cette idée qu'on devenait riche ici en France, mais sans expliquer la réalité aussi de leur vie. Vie difficile, pas de papier au départ, travailler de nombreuses heures, voilà. Et donc tout ça, on ne raconte jamais. Quand on va là-bas et qu'on a réussi, on ne raconte pas le chemin par lequel on est passé. Comme aujourd'hui, les migrants qui viennent en France, les réfugiés qui viennent en France ou en Europe, ne connaissent pas le chemin qu'ils vont faire. Ils ne se rendent pas toujours compte de la difficulté. Et voilà. Mais de toute façon, ils ont la volonté de venir parce que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. C'est quand on n'a pas le choix qu'on s'offre ce choix-là. Les aubergines te plaisent beaucoup alors. La salade de légumes. Bonjour. Un café. Vous voyez ce beau café là? Eh ben, c'est un vrai café de Belleville, vraiment, un vrai café d'ici.
Bonjour Thomas. Bonjour. C'est donc vous qui embaumez tout le quartier, ça sent bon le café jusqu'à la rue de Belleville. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites de beau? Alors là, je vais lancer une torréfaction. Donc là, c'est le café vert, c'est comme ça qu'on le reçoit ici, donc en sac de jute. Et ensuite, on va le cuire, on va le torréfier avec le torréfacteur qui est juste à côté. Ça c'est du café haut de gamme. Hein. Oui, alors nous, on travaille vraiment spécifiquement avec ce qu'on appelle des cafés de spécialité, des cafés de terroir, si possible par des producteurs directement. Ouais, on a une traçabilité avec des cafés de grand cru. Ouais. De grands crus, Ouais. comme dans le vin. Exactement, ouais. On peut pas garder le café comme le vin, mais ouais, on a des millésimes ou des années, ouais, ça c'est sûr. Alors ça c'est du café vert. Ouais, avant torréfaction, donc on le reçoit séché comme ceci, avant de le passer au torréfacteur. Donc Thomas, c'est là que ça se passe la torréfaction. Oui, alors là c'est en train de refroidir, on va pouvoir l'éteindre maintenant. Hop, donc ça c'est le café après l'être torréfié. Donc on l'a monté en température, on l'a cuit pendant 10-12 minutes et on va le ressortir pour le faire refroidir le plus rapidement possible. En fait, le café c'est gorgé d'huile et si je le laissais à l'intérieur, il continuerait à être chauffé même sans que je le mette avec les brûleurs. Et alors qui vous a appris à torréfier vous? Alors j'ai appris un peu par beaucoup de gens différents. C'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment à l'école. Il n'y a pas d'école. Non, pas vraiment. Ça reste quand même un métier artisanal et donc il faut apprendre un peu sur le tas, par Façon des empirique, expériences des gens. Ouais, un petit peu, ouais. Donc vous avez torréfié, vous avez goûté, vous avez Exactement. torréfié. On goûte beaucoup. C'est la seule manière de s'améliorer, la seule manière d'avoir vraiment une idée de ce qu'on fait, c'est de goûter. C'est beau ce geste, qu'est-ce que vous faites Thomas? Alors là, j'enlève la mousse sur les tasses de dégustation afin de pouvoir goûter le café à la cuillère dans les quelques minutes. Ça commence à refroidir, parce que là, le café est trop chaud encore pour le goûter. Donc on va le laisser reposer environ 10-12 minutes. Et ensuite, on va pouvoir le goûter à la cuillère pour vraiment vérifier si la torréfaction d'hier s'est bien passée. Oui. Hop, alors on va faire un peu de bruit. Oui, ça c'est pas très élégant. Hop, non, c'est pas très élégant les dégustations de café, parce qu'en fait il va falloir aspirer très fort le café pour le faire gicler sur le palais, de telle manière qu'on oxygène le maximum le. Gicler sur le palais. alors. Exactement, ouais. En fait qu'on oxygène le maximum et qu'on sente les arômes, pas seulement avec notre bouche, mais aussi avec notre nez et voir un petit peu les. Je vous regarde d'abord. Hein. Donc on n'a pas besoin de le garder trop longtemps en bouche. Le café, c'est un produit qui est très aromatique et qui a tendance à saturer très vite les sens. Et du coup, c'est bien de le garder une seconde ou deux, le recracher, passer au suivant et ensuite pour pouvoir déterminer. Vous pouvez le refaire là parce que je pense que ça pourrait jamais à faire ça. Hop, petite quantité. Il faut l'aspirer comme une soupe chaude. Vous êtes en train de manger des ramen ou du udon et c'est trop chaud, donc il faut l'aspirer. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti là? En ce qui concerne l'attaque, ce sera la première chose qui vous vient en tête. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est doux? fort. C'est fort. Est-ce Ouais, que c'est c'est plutôt fort. sur l'acidité? Est-ce que c'est plutôt sur quelque chose de plutôt rond, crémeux? Plutôt sur l'acidité. Ouais. Ouais. Mais dites-moi, vous ressentez, avec le nez, le palais que vous avez, des notes florales, des fruits, tout ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le terroir? C'est Alors, l'arbre? plein de c'est le choses. caféier, C'est d'abord, ce sera le terroir. Donc le café, c'est comme tous les produits, hein. C'est-à-dire que l'altitude va jouer, la pluviométrie, la température de l'air, l'emplacement, donc le climat énormément, la terre, les sols sont très très importants. Ensuite, il y a les variétés, bien sûr, différentes variétés selon les pays, les régions. Et puis le travail du producteur, c'est-à-dire que les méthodes de séchage, de fermentation, de nettoyage et le tri. Parce que les cafés comme ceux-là, par exemple, c'est des cafés qui ont été triés 2-3 fois à la main. Grain par grain? Grain par grain. Wow. Donc quand vous voyez un sac de 60 kg arriver ici, vous savez que c'est pris à environ une personne pendant 2 jours pour trier ça à la main. Donc c'est pour ça que ces cafés sont très chers, mais c'est aussi pour ça qu'on a des cafés de très bonne qualité. Dites-moi Thomas, une fois qu'on a acheté du café, du bon café, du très très bon café, comment on le fait? Parce que voilà, on fait à la machine à café classique, à l'expresso, ça se fait comment un bon café? Il n'y a pas de mauvaise méthode. Ah bon. La seule chose qu'il faut savoir, c'est le café, ça a besoin d'une bonne eau. Donc laver de son calcaire si possible. À Paris, l'eau elle est très calcaire, donc c'est un peu gênant. Et ensuite, c'est une bonne recette, c'est-à-dire que vous pouvez faire un très bon café filtre en piston, un très bon cafetière à l'italienne, mais il y a des petites choses à savoir, c'est-à-dire par exemple, une cafetière à l'italienne, c'est bien de préchauffer son eau avant de la mettre dans la cafetière parce que sinon ça brûle le café avant que l'eau traverse. Plein de petites choses, mais ne vendez pas vos vieilles machines. On peut garder sa vieille machine complètement. filtre, Une cafetière à filtre, ça fait souvent un meilleur café qu'un expresso, du moins c'est beaucoup plus la simple. quantité, c'est combien? 60 grammes de café pour 1 litre d'eau. Ça, c'est la recette. On en met toujours trop alors? Souvent, ouais. On en met souvent trop parce que souvent les cafés sont pas très bons. Je mets ma dose de café.
dessus. Voilà. Alors que la piston est... Alors c'est intéressant de bien mélanger son café sur la fin. C'est chaud comme ça, c'est hyper intéressant. Au goût beaucoup plus que au nez. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on boit d'habitude. Ouais. Rien. Bah, où est-ce qu'il est, bah, un général en retraite? Oh, bah, non. Oh, mais où est-ce... Enfin, quand même, où est-ce qu'il est? Il était là il y a 2 minutes. Frédéric. Ah, mais il y a... Frédéric. Ah ben, Yvan. C'est normal, c'est comme ça que Ah ça oui, marche. bah, peu importe. L'important, c'est que vous soyez là. Alors, En tout cas, vous avez choisi une belle vue sur Paris. évidemment, La plus belle ville, belle vue, c'est normal, jolie ville. Parce que c'était une ville à part entière, en dehors du cercle de Paris. D'ailleurs, il y a eu un mur qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle. On est en 1787, 1788, juste avant la Révolution. On a créé le mur des fermiers généraux, les douaniers, vous savez, ceux qui font payer l'entrée dans Paris. Moyennant quoi, c'était un mur de 3 mètres de haut, Ah oui. 23 km de long. Ah oui, c'était une véritable enceinte. Ah oui, mais alors les gens étaient mécontents, d'un côté comme de l'autre. Tout le monde disait le mur murant Paris rend Paris murmurant. C'est vous dire s'il était vraiment de mauvais augure que d'avoir construit ce mur. Du coup, ça séparait Paris de cette petite ville et on pouvait venir dans cette petite ville pour boire de bons coups. Parce que c'était gratuit. Ben, non, pas gratuit, c'était quand même moins cher. Ah, moins cher, Puisqu'on il y avait pas de passait- taxes. Ben non, il n'y avait pas l'octroi, il n'y avait pas les douaniers, donc on payait le vin beaucoup moins cher. On faisait un petit vin qui s'appelait le guinguet, qu'on écrivait Guin, G-U-E-T, ça va nous donner les guinguettes, c'est-à-dire les lieux où on s'assoit pour le boire. Et évidemment, c'est un lieu de fête. On monte de Paris, mais on vient nombreux. On vient ici sans canailler. Les bourgeois, bah oui, ceux qu'on appelait les habitants du bourg, montaient jusqu'ici, mais c'était une vraie montée, ça donnait soif. Alors arrivé ici, on buvait un coup, puis on mangeait un petit peu. On buvait un coup, puis on dansait. On buvait un coup, puis on faisait la fête. Enfin bref, on buvait tout le temps, quoi. Et la descente devait être un peu compliquée de temps en temps. Oui. Alors du coup, il y avait une grande fête qui était organisée. On appelait ça la fête de la Courtille. Alors la Courtille, c'est un lieu à l'intérieur même de Belleville où là, il y avait toutes les guinguettes. On venait ici, notamment le jour du Mardi Gras. Vous savez, juste à la rupture, juste avant de rentrer dans le carême. Alors on venait en nombre, on faisait la fête, et puis on redescendait avec des véhicules de toutes sortes, applaudis par les gens qui étaient un petit peu partout sur le parcours. Et le lendemain, c'était le mercredi des Cendres. Alors là, on rentrait Là. en carême, Ceinture. ceinture, plus question de boire. On profite de la belle vue Ah ben plutôt. du haut de Belleville. Ah ben bonne idée. C'est magnifique. Puis non après, vous m'offrez une glace, non? Bah oui, il faut trouver le glacier. Non, on va trouver. Prenez vos lunettes. Là, regardez là, regardez. Je regarde, je regarde. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir que vous feuilletez ce bouquin parce que c'est un peu une petite bible de l'histoire sociale de notre quartier. C'est un livre qui raconte l'histoire de ce quartier-là, on va dire début du XXe siècle, comme des couches archéologiques de mouvements migratoires. En plus, il est très pédagogique parce qu'il mélange du travail universitaire, des entretiens et de la photographie. Xavier, vous êtes à la tête d'une librairie qui se nomme Le Genre Urbain. Il y a un genre urbain ici à Belleville? C'est une librairie de quartier, mais elle défend un petit fonds spécialisé sur les questions urbaines. Pour être un peu pédant, on essaye de faire vivre et mieux penser la ville à travers les livres et les débats que nous proposons. Alors, est-ce qu'il y a un genre urbain bellevillois? J'ai la prétention, la faiblesse de croire que oui. Je pense que c'est pas facile de pénétrer ce quartier. C'est encore un quartier populaire, encore un quartier difficile par rapport au reste de ce qu'est la ville de Paris. Un quartier où il faut évidemment faire quelques efforts. Ça joue des coudes dans ce genre de quartier. Comment vous avez été perçu quand vous êtes arrivé? Un peu comme un fou et téméraire, inconscient, ce qui n'était pas tout à fait faux. Et je pense que si c'était à refaire, je ne le referais pas de la même façon. Et effectivement, j'avais une sorte de foi en l'avenir, un peu idéalisée.
Cela étant dit, effectivement, il y a eu quand même un apprentissage de la part des gens. C'est aussi l'accompagnement dont je fais partie d'une transformation sociale du quartier. Je dirais ce qu'on appelle la boboisation, la gentrification, j'en fais partie. J'essaye, moi, ayant conscience de ce genre de situation, que dans l'usage du quotidien de mon commerce, d'être ouvert à tous. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important que je sois libraire de quartier, parce que c'est un service de quartier. Comme on va acheter son pain, eh ben, je dois fournir le livre dont les gens ont besoin. Quand on se balade dans ce quartier, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est ici, c'est un endroit populaire. Et c'est vrai. Ça l'est de moins en moins, mais c'est encore vrai. Et je trouve toujours très surprenant la façon dont les gens partagent l'espace public. Réellement, les gens les plus aisés ou de la classe moyenne dont je fais partie habitons des lieux qui nous ressemblent. Dans mon immeuble, on est à peu près tous du même statut social. Malgré tout, la rue est vraiment partagée par tout le monde. C'est ça pour moi un quartier populaire où tout le monde, quelle que soit sa catégorie sociale, peut trouver sa place dans la ville. Et malheureusement, Paris, le territoire parisien, pour toutes ces catégories-là, se réduit comme peau de chagrin. Belleville fait encore partie de ces lieux-là. J'espère que nous ne deviendrons pas un village gaulois. Pilote, moi je me suis baladé une grande partie de la journée dans le bas Belleville et tout le monde est fier de dire qu'ils habitent dans un quartier populaire. Alors toi, carrément, tu affiches que tu es à la tête d'un cabaret populaire. Qu'est-ce qui se passe ici précisément? Il y a 7 ans, on a trouvé l'opportunité d'ouvrir un lieu qui soit une maison des poètes, puisque en gros, moi ce qui m'intéresse, c'est ça, j'ai pris le job, vu que personne ne voulait le faire, tu vois, et que j'avais ça un peu dans le sang, quoi. J'ai pris le job d'organiser des scènes où tous les poètes peuvent participer et où on propose au public de choisir les poètes qu'ils ont envie de réentendre. Je rêve d'un pays avec des vraies frontières, aux murs épais, aux portes peut-être étroites, et ses douaniers en haut, des vrais guetteurs. La pluie s'abat sur la ville, son moral tombe comme les gouttes d'eau sur la vitre. Être lucide là, bim, ça lui durcit la mine. Il rêve d'une île d'asile dans cette usine à mine, tandis que le vent attendrit les nuages sous les cieux. C'est le terrain communautaire où tu viens écouter les autres poètes, tu viens participer avec les autres poètes, tu viens dire ton poème, tu viens participer avec le public, proposer au public d'écouter ton poème et de mettre un score. Si tu as quelqu'un dans la salle qui te met un mauvais score, c'est peut-être pas parce que ton poème il est pourri, c'est juste parce que tu fais un poème de gauche que l'autre il est de droite, ou parce que tu fais un poème de droite que l'autre il est de gauche, ou parce que tu n'aimes pas ta gueule, ou qu'il n'aime pas ta gueule. Et ça c'est intéressant justement, c'est que ça permet de démystifier l'acte d'être un putain d'artiste, tu vois ce que je veux dire? Le mort aux dents de requin, rôdant autour des morts. Requinqué de la morsure d'une morsure. Survivant des vivants, ou bien survivant des morts. Ce zombie abyssal, revêtu d'habits sales, c'est une macabre répugnance. Pour série B, on a 8,2. Ouais. Un deuxième 8,8 et un troisième 8,8. Ah, c'est comme à l'école des fans. Voilà, donc ça, et tu mets un score, donc je t'explique, tu mets un score à chaque poète entre 1 et 10 avec un chiffre après la virgule. Ça, par exemple, c'est 9,4, ça, c'est 9,3, ça, c'est 8,3. C'est important la décimale? Ouais, la décimale, c'est important, ouais. Enfin, à la fois, le slam, c'est un dogme, c'est pas moi qui ai créé ça. C'est, tu vois, c'est une mise en scène qui est magique et qui fonctionne. Tu as des poèmes qui valent 9,2, d'autres qui valent 9,4, 9,6, 9,8, 10, et ça se joue au Slam National sur les 3 dixièmes, des 4 dixièmes, tu vois. Parce qu'on dirait des scores de patinage artistique, là. Exactement, c'est des scores, mais c'est de la poésie. Tu vois, la poésie, c'est pas, quand même, c'est pas de la branlette, tu vois. C'est de la poésie, quoi. C'est pas de Les mecs, ils se font chier à réfléchir sur leur texte, donc ils méritent un score qui soit un peu pointu, quoi. Merci, Pilote, pour ton accueil. C'est chez toi que j'ai terminé cette émission, cette balade dans la rue de Belleville. J'ai passé un super moment ici. J'ai découvert plein de gens vraiment incroyables. Je vais donner la note maximum pour Quartier, 9,9. Puis je vous invite vraiment à grimper la côte de Belleville et à venir visiter le quartier. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. C'est joli Belleville le dimanche. On se croirait à Rome.
même s'il n'y a pas le Colisée. C'est joli Belleville le dimanche. On se croirait à Rio, même s'il n'y a pas Copacabana. C'est joli Belleville le dimanche. Car à Belleville le dimanche, il y a la terre entière.